Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureux de lancer la première masterclass de la saison 2022-2023. Et comme chaque année, on essaie d'innover. Et de toute façon, vous allez voir, ce soir, vous allez rencontrer plein de gens innovants. Et donc ça va être sympathique. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'innovant cette masterclass? C'est que d'abord, on la co-organise. Donc voilà, donc ça c'est déjà important avec Finance Innovation, mais que vous allez découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore. Mais j'espère que certains d'entre vous connaissent déjà Finance Innovation, car Financial Business School est membre de cette association, voilà, qui nous a aidés à organiser cet événement et qui va se présenter dans un petit instant. Alors chaque année, on choisit des thématiques qui sont différentes, voilà. Et donc cette année, on a choisi la PropTech. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est ce mot? J'espère que ceux qui ne le connaissent pas ont été cherchés, mais effectivement, on va parler d'immobilier, on va parler d'innovation, on va parler entre autres de technologie. On parle énormément des fintech, ça c'est un terme qui est assez connu, mais il faut savoir que, entre autres par exemple sur la blockchain, le deuxième secteur qui salpique au plus, après la finance et les moyens de paiement, aux États-Unis par exemple, c'est l'immobilier. Et ce qu'on voulait marquer ce soir, c'est le dynamisme des entreprises françaises, dynamisme dans le secteur immobilier. Et donc, on va avoir la chance de rencontrer, en tout cas de vous présenter 4 entreprises du secteur, 4 entreprises en pointe. Voilà. Je ne vais pas perdre plus de temps parce qu'on est venu ici pour faire des rencontres. Voilà. Mais avant tout, je voudrais appeler Maximilien. Et je voudrais qu'on l'applaudisse, s'il vous plaît. Merci, Alfonso. Et donc, je vais le laisser se présenter. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup, Alfonso. Bonsoir à tous. Alors, je suis Maximilien Deyradou, je suis le directeur général du pôle Finance Innovation. Donc, on a nos locaux là au 4e étage dans le Palais Brognard. Et en fait, quand Alfonso m'a dit « Maximilien, je veux absolument faire une masterclass sur la PropTech », je dis « Bien sûr, on te met en relation avec le Palais, etc. » Et on est arrivé sur la date aujourd'hui. À cette heure-là, je dis « Alfonso, t'es sûr que t'es sûr ?» Il me dit « Oui, oui, t'inquiète pas, c'est bon, l'amphi sera rempli. » Alfonso, chapeau. Tu remplis un amphi la veille du week-end de la Toussaint. Ouais, écoute, chapeau. Félicitations. On voit la motivation des étudiants. Et vous allez voir que c'est le programme là, de la masterclass est intéressante parce que comme a dit Alfonso, la fintech c'est quelque chose qui maintenant est bien connu. Nous à Finance Innovation, donc on est le pôle de la finance digitale et la fintech. On a 7 axes: banque, assurance, gestion d'actifs, finance durable et solitaire, gestion et finance d'entreprise, DeFi et finance décentralisée et blockchain, et évidemment le pôle PropTech immobilier, qui est un pôle important dans nos 600 membres. On a 60 membres qui sont dans la PropTech, une quarantaine de PropTech. Donc, on va vous en présenter 4 aujourd'hui, qui vont faire l'objet de la masterclass. Une vingtaine de grands groupes, de consultants, d'académiques, autour des écosystèmes PropTech. C'est José Baez qui est ici, qui s'occupe de la partie PropTech du pôle. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez rencontrer des PropTech, si vous voulez être mis en relation avec eux, n'hésitez pas à nous contacter, José et moi. On fera le go-between avec les personnes qui parleront ce soir et puis d'autres PropTech qui sont membres du pôle. Donc, merci beaucoup à Financial Business School d'avoir organisé cette masterclass. C'est très important que les étudiants soient sensibilisés à la PropTech. Vous avez un Master 1, un Master 2 sur ces sujets-là. Le monde de l'immobilier est un monde très vaste qui se digitalise à vitesse grand V, de façon encore trop méconnue. Vous allez voir ce soir, il y aura du B2C, du B2B. Et je pense que c'est bien que la pression aussi vienne des jeunes. La pression sur le monde de l'immobilier vient des jeunes. Dans la finance, sujet qu'on connaît et qu'on maîtrise bien, la pression, elle vient aussi des équipes, elle vient aussi des jeunes.
C'est de plus en plus dur, par exemple, pour les banques d'embaucher des jeunes. Donc il faut que les banques changent. Et pareil pour l'immobilier, il faut que la pression vienne des jeunes. Et la pression, elle peut venir de vous, les étudiants, qui êtes au courant, qui souhaitez travailler avec les startups, qui souhaitez rencontrer, aller dans l'innovation, aller vers l'innovation. Je laisse la parole maintenant à Frédéric Römer, le patron de Homeland, qui est un syndic digitalisé. Et il faut qu'on encourage le développement de la digitalisation des syndics. Je laisse la parole à Frédéric. Merci Maximilien. Je laisse le micro, je crois que je suis au pupitre. Bonsoir à tous. C'est vrai que vous êtes nombreux. Merci beaucoup de votre présence. Alors moi, je suis le fondateur de Homeland, qui, comme Maximilien vous l'introduisait, est un syndic de copropriété digitalisé. Un syndic de copropriété, c'est un type d'entreprise un peu bizarre avec laquelle vous n'êtes sans doute pas familier, vous, si vous êtes étudiant. Donc je ne vais pas tellement vous bassiner avec ce qu'on fait dans le fond. Je pense que ce qui vous intéresse un peu plus, c'est l'histoire de l'entrepreneur, l'histoire de l'entreprise et son parcours de financement. Mais quand même en 2 mots, un syndic de copropriété, vous savez, c'est la personne, enfin c'est celui qui est mandaté par l'ensemble des copropriétaires d'appartements dans un immeuble pour s'occuper de toute la chose commune. Donc c'est nous qui nous occupons des travaux dans les immeubles, c'est nous qui faisons la comptabilité de l'immeuble, c'est nous qui appelons les charges auprès des copropriétaires, c'est nous qui gérons les sinistres si jamais il y a des trous dans la toiture ou ce type de choses, c'est nous qui gérons les employés et gardiens de l'immeuble aussi. Enfin, c'est un domaine qui est extrêmement vaste. Et qui est un métier vraiment, vraiment poussiéreux. C'est-à-dire que même parmi les métiers de l'immobilier que certains d'entre vous connaissent bien, c'est considéré depuis longtemps comme un peu le parent pauvre. C'est-à-dire qu'il y a plein d'innovations sur la transaction immobilière, il y a plein d'innovations sur la gestion locative, vous allez en découvrir quelques-unes. Il y a évidemment, le monde des promoteurs fait beaucoup plus rêver que l'immobilier à destination des particuliers. Et donc vraiment, c'est le dernier des métiers qui suscite des vocations. D'ailleurs, c'est un métier qui est déclaré en pénurie. En Belgique, ils ont un statut des métiers en pénurie et les syndics de copropriété sont en pénurie. Donc, il n'y a pas beaucoup de vocations, c'est pour ça que c'est un métier qui doit se rénover. Et en revanche, vous, en tant qu'étudiant en finance, vous pourrez apprécier qu'il y a eu des entreprises magnifiques qui se sont construites sur ce secteur. La première d'entre elles, c'est Foncia, qu'on connaît tous. Foncia, qui s'est créée dans les années 70, c'est parti d'une petite agence, etc., montée par un mec qui s'appelait Jackie. Enfin, voilà. Et c'est devenu le numéro 1 au monde, désormais, du service de syndic de copropriété. Ils viennent de racheter tous les plus gros acteurs en Europe et puis aux États-Unis. Et donc, c'est un métier où on a une vraie excellence française. Après, il y a Citia qui se développe énormément, on a Nexity que vous connaissez, etc., qui a adossé à ses activités de promotion le métier de gestion, parce que c'est une récurrence de revenus qui est assez agréable, surtout quand on rentre dans des cycles économiques comme celui dans lequel on se projette. D'abord, je vais vous dire un mot de qui je suis et pourquoi j'ai monté ce syndic. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait, c'était quand même déjà en 2008, j'étais à votre place. Moi, j'ai fait un master en ingénierie financière aussi, comme certains d'entre vous. J'étais à l'EM Lyon, peu importe. Financia n'existait pas encore, sinon je serais allé à Financia. Et j'ai commencé ma carrière en fusion-acquisition, parce que d'abord, je suis un passionné de l'entreprise. Donc en fait, j'avais le choix d'aller en large cap, calculer des WACC à la 3e décimale et des CAPM et des bêtas. Bon, c'était super, vous connaissez tout ça, Black & Scholes, etc. Mais c'est pas tellement le côté académique qui me passionnait, c'était plutôt le côté aider des entrepreneurs à travers le moyen de la finance. Et donc j'ai commencé ma carrière, j'ai passé 8 ans dans une petite boutique qui s'appelait Oaklins, à structurer des opérations de fusion-acquisition ou d'entrée d'investisseurs dans des boîtes qui étaient sur le secteur des TMT, donc technologie, médias et télécoms. J'ai vendu des boîtes qui envoient des composants électroniques dans l'espace à Sony. J'ai vendu un opérateur télécom à 9CGTEL devenu SFR. J'ai aussi vendu des éditeurs de logiciels B2B, etc. Chaque fois, c'était des histoires passionnantes que je vivais à côté d'entrepreneurs. Et puis, évidemment, quand on passe 8 ans à vivre des histoires... J'adorais ce métier. Hein. Ceux qui se destinent à ce métier, c'est vraiment génial, allez-y. Ici, on est en pénurie de main-d'œuvre parce qu'il paraît qu'on fait des horaires de dingue, mais en fait, ça les vaut parce qu'on vit des histoires passionnantes. Et je me suis dit, ok, t'as 30 ans maintenant, c'est à ton tour de passer de l'autre côté de la barrière et de devenir entrepreneur toi-même. Et comme je suis un garçon comme vous, enfin, vous n'êtes pas tous des garçons, mais en tout cas, je fais des études de finance, je suis quelqu'un d'analytique et je m'étais fait une petite grille de choses que je voulais
sur le secteur dans lequel je souhaitais entreprendre. Et je ne connaissais pas le métier de syndic. J'étais allé une seule fois dans ma vie en assemblée générale de copro, je venais d'acheter mon appart à moi, enfin vraiment c'est un milieu que je ne connaissais pas. En revanche, et on va revenir sur le sujet PropTech, d'abord, comme je vous le disais, hein, c'est plutôt vécu comme un métier assez poussiéreux, très administratif, on fait la comptabilité, on a des gens qui nous appellent qui ne sont pas contents, on gère des sinistres, etc. Mais on gère aussi beaucoup de fonds, c'est-à-dire que moi on a... je crois 20 fois notre chiffre d'affaires qu'on gère, parce qu'en fait les gens nous confient l'argent des immeubles, donc c'est beaucoup de volumétrie de fonds, avec plein de choses à faire avec. C'est un marché qui a vécu, enfin, au moment où, en 2016, quand j'ai voulu entreprendre, qui vivait deux évolutions majeures. La première, elle est réglementaire, c'est qu'il y a une nouvelle loi, il y a eu beaucoup d'escroqueries, justement, les petits syndics géraient beaucoup de fonds, et donc parfois il y a des histoires où ils sont barrés avec la caisse, enfin, des trucs un peu sordides qui n'arrivent plus maintenant, parce que le régulateur est venu imposer beaucoup plus de règles sur ce marché, et donc c'est une profession qui est réglementée, très surveillée. On est audité régulièrement par nos auditeurs, enfin par nos caisses d'assurance qui assurent les fonds qu'on gère pour compte de tiers, etc. Donc ils ont imposé aussi des normes de formation, enfin, voilà, tout ça c'est arrivé en 2016. Il y a un autre truc qui est arrivé en 2016, c'est que c'est le législateur français qui est venu imposer aux syndics en place de se digitaliser. Ils ont dit maintenant les syndics, vous n'êtes pas transparents et vos clients vous le reprochent, utilisez le digital pour apporter de la transparence à vos clients, dire ce que vous faites, être transparent sur les comptes, sur la gestion des fonds que vous faites pour eux. Et au même moment, si vous voulez, on avait le même législateur français qui peinait à s'adapter à l'arrivée de Uber sur le marché du taxi, quoi. Et donc on s'aperçoit quand même que c'est rare les secteurs dans lesquels c'est le législateur qui vient forcer les acteurs privés à se digitaliser. Et là, c'était le cas. Et ça a été vécu dans la douleur et encore maintenant par beaucoup d'acteurs traditionnels. L'autre, je vous disais en préambule, j'adorais mon métier d'avant qui était de vendre des boîtes et de racheter pour des comptes de grands groupes, etc. Et je me suis toujours dit que je voulais aussi que l'entreprise dans laquelle je me lançais puisse à un moment devenir une plateforme de build-up. Donc le build-up, c'est quand vous avez une entreprise qui marche bien, qui est super bien rodée, et vous allez racheter plein de concurrents, etc., pour agréger du volume sur la brique centrale que vous avez construite. Et il se trouve que des syndics en France, il y en a 7000, c'est à peu près comparable au nombre de boucheries-charcuteries qu'il y a en France. C'est juste pour vous illustrer le fait que c'est un marché qui est extrêmement local. En général, vous avez une agence immobilière qui fait aussi syndic et qui gère quelques immeubles autour de l'agence. C'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que ça peut plus se passer, puisqu'il y a maintenant trop de contraintes pour que les petits acteurs historiques puissent survivre. Donc il y a un mouvement de concentration extrêmement rapide qui est en train de s'opérer. Je citais Foncia au début, qui est notre premier concurrent et leader sur le marché, mais Foncia, ils ont racheté 90 entreprises l'année dernière pour les agréger dans leur groupe. Et c'est comme ça qu'ils grandissent. Alors nous, on a choisi un biais un peu différent pour grandir, c'est qu'on a pris le digital, on a fait des pubs, on était les premiers à faire de la pub sur Google, juste d'acheter des AdWords, de changer de syndic. C'est complètement dingue, c'est révolutionnaire à l'époque, mais vous illustrez à quel point le métier était archaïque. Juste pour vous situer où je suis, aujourd'hui on est 80 personnes, une grosse cinquantaine à Paris, une trentaine à Madagascar pour les opérations offshore et services clients. Et on gère l'équivalent de 18 000 logements. Donc 18 000 logements, ça fait à peu près 50 000 personnes. Enfin, ça commence à faire une ville de taille intermédiaire. Dans les 7 000 syndics que je vous citais, qui sont le paysage concurrentiel en France, on doit maintenant être dans les 5% des plus gros, alors que la boîte a juste été créée en 2016 et qu'en général, les autres syndics se marketent comme étant des entreprises qui ont plus de 100 ans d'existence, etc. C'est aussi un marché que je croyais très national, en fait, et c'était une de mes frustrations de ne pas pouvoir aller à l'international. Sauf que le législateur français, en fait, a été le premier de tous les pays européens à vraiment structurer ce marché de la copropriété, et le modèle existe dans tous les pays pan-européens. Donc je ne m'étends pas, mais en fait, pour une fois, la France est fer de lance d'une évolution d'un secteur, et tous les pays, l'Allemagne, qui est le second marché en Europe, l'Italie, la Belgique, etc., sont en train de faire converger leur système réglementaire pour s'approcher de celui qui est le cadre français, qui fonctionne. Et donc, ça nous ouvre à nous des perspectives de développement international qu'on ne pensait pas possible. Là, je suis en train de racheter une entreprise à Bruxelles, donc on est en Belgique depuis peu. Vraiment, je passe sur le métier, puis ceux qui voudront creuser sur le métier du syndic avec plaisir, mais je pense que c'est pas là l'objet de la conférence, la masterclass de ce soir. Mais en fait, même dans le métier du syndic, simplement répondre au téléphone et aux emails des clients, c'est révolutionnaire.
Ça paraît un peu bête, c'est pas de l'innovation très très profonde, mais nous on s'est organisé pour ça, avec un centre de service client qui répond aujourd'hui à vraiment 1000 appels jour et puis 2 ou 3 000 emails par jour, ce qui commence à faire de la volumétrie. Notre métier, il n'est pas difficile dans la complexité des opérations qu'on fait, mais il est difficile par la volumétrie des choses qu'on a à gérer. On a structuré des pôles d'expertise, donc on est au Confluence d'expertise technique pour la gestion des travaux, juridiques, parce que c'est un métier qui devient de plus en plus juridique dans la mesure où il y a de plus en plus de procès qui impliquent des immeubles qu'on gère, etc. Comptable, évidemment, sachant que la comptabilité, on a des comptables, mais bientôt j'espère qu'on n'en aura plus, parce que c'est un des gros gisements d'automatisation de notre métier très administratif. Depuis le départ, on a développé nos propres outils, parce que non seulement nos concurrents sont plutôt archaïques, mais en plus de ça, leurs éditeurs de soft sont eux-mêmes des toutes petites boîtes qui ont assez peu de moyens pour investir dans la R&D. Donc vous avez vraiment tout un écosystème qui peine à se mettre à la page. Et donc nous, on a dit, OK, on part d'une page blanche complète et on monte notre propre outil. Donc on a développé la partie service client et puis surtout l'outil sur lequel travaillent nos collaborateurs qui permet d'automatiser énormément de choses pour ne garder plus que les opérations qui sont vraiment à valeur ajoutée sur les collaborateurs et donc transformer un métier de service en un métier de conseil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en termes de valorisation, c'est très différent que simplement répondre aux sollicitations quand elles arrivent un peu tant bien que mal, et ça c'est du service, et passer au métier de conseil, c'est OK, prendre les devants sur les besoins des immeubles qu'on gère. Juste un sujet qui nous concerne tous, et vous entendez parler de ça toute la journée, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. C'est un énorme enjeu. En copropriété, c'est extrêmement difficile parce que la responsabilité est diffuse. C'est pas comme quand un bailleur social ou quand une grosse foncière a décidé qu'ils allaient moderniser un bâtiment. Nous, on n'est pas décisionnaire, on est simplement exécutant, mais on doit intervenir en rôle de conseil. Et donc ça, on a automatisé tout ce qui n'a pas de valeur pour le client, commencer par la compta, pour laisser nos collaborateurs intervenir sur des sujets où ils interviennent vraiment avec un rôle de conseil. On est réactif, on est disponible, on a une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est capable de vous envoyer un plombier à n'importe quelle heure, un miroitier à n'importe quelle heure. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pas... Une fois que... Enfin, moi, en fait, c'est la genèse du truc. C'est comme ça que j'ai eu cette idée. C'est que j'allais partir au bureau un matin et à 8 h, et en fait, j'ai une fuite sur l'arrivée d'eau de mon immeuble qui passait par mon appart. Et là, j'étais donc avec mon seau et tout, et j'ai appelé mon syndic. Je suis tombé sur un répondeur qui me disait que le standard ouvrait à 9 h. J'ai rappelé à 9 h. Vraiment, ça coulait partout dans mon appart. J'ai rappelé à 9 h et je suis tombé sur un répondeur qui me disait ce répondeur ne prend plus de messages parce qu'il est déjà plein. Donc là, je me suis dit que il n'allait pas m'aider, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai eu cette idée, c'est assez drôle. Et donc, depuis le début, on est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un des concepts initiaux et différenciateurs de notre offre. On est économe, mais surtout, on est économe pour la planète, on fait très attention. Enfin, le logement, c'est 25% des émissions de gaz à effet de serre, et donc là-dedans, la grande partie des logements sont les logements collectifs en copropriété, et donc on a un levier extraordinaire dans ce métier pour aller justement démultiplier notre effet sur la planète et la transition énergétique en passant par la rénovation du logement. On est devenu depuis il y a quelques semaines entreprise à mission, donc c'est marqué dans notre cabis qu'on est entreprise à mission, on a dans nos statuts, on a écrit notre mission. On a un comité, une gouvernance avec un comité de mission qui vérifie que tout ce qu'on fait est conforme à notre mission. Je ne sais plus combien d'entreprises de mission encore en France, mais quand vous allez chercher un job demain, sachez que ces entreprises à mission, commencez peut-être par regarder celles qui sont membres de la communauté des entreprises à mission, c'est des entreprises qui s'engagent, c'est des entreprises qui sont sur des temps longs et qui probablement sont des entreprises dans lesquelles il fait aussi bon vivre et dans lesquelles vous allez vous épanouir et que vous allez pouvoir avoir une ouverture d'esprit qui est supérieure aux entreprises dont le seul objectif est de faire un maximum de profit. Évidemment, on fait des profits, mais on est là pour autre chose. En tout cas, c'est ce que je crois en tant qu'entrepreneur. Je finis mon intervention sur peut-être ce qui vous intéresse le plus, parce que vous êtes tous dans la finance. C'est le parcours de financement de la boîte, qui est un peu atypique parce que c'est de la PropTech. On pourra rentrer dans les détails.
on bénéficie à la fois des aspects tech et des aspects immobiliers. C'est-à-dire que les revenus d'un syndic sont extrêmement sûrs, extrêmement prévisibles, parce qu'on ne vend que de l'abonnement. C'est de l'abonnement à du service sur des montants B2B, puisque nous, le client moyen génère 8 000 € de contrat annuel. On a la main sur le compte bancaire de nos clients, donc c'est merveilleux, on édite une facture et puis on se paye tout de suite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs comme ça, donc d'un point de vue de réseau, c'est génial. Et en fait, au départ, on ne connaissait pas le métier avec Renaud, mon associé, donc de 2016 à fin 2018, on a appris le métier, c'était autofinancé. On a développé l'outil tel qu'on voulait, on tenait des assemblées générales de copro, je faisais la compta, enfin, c'était vraiment la vie d'entrepreneur dans un garage, c'était drôle. Puis après, une fois qu'on a eu ce proof of concept, on a levé de l'argent, 2 millions d'euros, auprès d'un fonds de VC qui s'appelle New Fund, et qui nous a permis du coup de déployer d'un point de vue commercial ce proof of concept qu'on avait, structurer l'équipe, etc. Au milieu, il y a un petit passage un peu flat, c'est le Covid. Ça nous a impacté assez lourdement dans la mesure où nous, les nouveaux clients, notre métier quand on est syndic, c'est d'organiser des réunions avec un maximum de gens dans un minimum d'espace, des assemblées générales de copropriétaires. Et donc c'est là qu'on gagne des nouveaux clients. Donc là, il y a un petit moment flat, mais on s'est bien rattrapé juste après. Et donc c'est une courbe assez chouette. Et là, donc, juste avant le point 2, là, il y a quelques mois, on a jugé qu'on était suffisamment stable maintenant pour commencer ce que je voulais faire au début, si vous vous rappelez bien, c'est de la croissance externe. On a une plateforme de build-up tech donc, sur ce métier du syndic de copro. Et donc il y a 6 mois, on a levé de l'argent auprès de la Caisse des dépôts et consignations et d'un autre fonds d'investissement qui est là pour faire des sorties de LBO Tech, qui s'appelle Réflexion Capital, mais surtout la Caisse des dépôts et consignations, qui nous donne une grande crédibilité pour aller racheter et donc être un vrai acteur de la concentration de ce marché et de sa mutation de manière générale. Donc c'est vraiment un parcours enthousiasmant et moi je pense que c'est moi qui m'occupe de la finance, c'est pour ça que je suis là devant vous ce soir. Et je pense que le succès de cette boîte ne pourra venir que par sa structure de financement. Et c'est là que je vous dis que c'est extraordinaire d'être à la fois dans la tech et dans l'immobilier. C'est qu'on est dans la tech, donc on a des subventions pour tous les développements qu'on peut faire, mettre de l'intelligence dans les bâtiments, utiliser l'intelligence artificielle autour du document justement du syndic de copro, autour du règlement de copro. Enfin, nous, on traite beaucoup de documents, donc on met de l'IA là. Donc on a accès à des financements sur ça. On a eu accès à des fonds VC. Et maintenant, quand on fait des acquisitions, on a aussi accès à de la dette senior sur 7 ans parce qu'on achète des actifs qui sont considérés comme des rentes. Donc on a une structure de financement qui est hyper bizarre pour une start-up, mais qui est clé, et que si on n'avait pas eu ça en tête dès le départ, on n'aurait sans doute jamais réussi. Donc je suis hyper content d'avoir pu mettre à profit ce que j'apprenais quand j'étais à votre place, au service d'un projet entrepreneurial, et c'est central la finance parfois, donc donner du sens à la façon dont je ne sais pas si vous allez en entreprise, ou si vous allez faire du conseil pour des entreprises. Vous le savez, hein, mais c'est relativement clé, et y compris pour des parcours d'entreprises innovantes, dont on pense que pour lesquelles on pense que la seule voie de croissance, c'est de faire une série A, série B, série C, série Z. Non, il y a d'autres modèles, et c'est des modèles dans lesquels la finance est centrale. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes nombreux, donc merci d'être présents. Je sais que certains voulaient aller au cinéma ou éventuellement profiter d'un mojito. Plus tard le mojito. Ce que je dis à mes étudiants, à financière depuis le début, c'est que l'immobilier est une belle aventure. Il y a de très belles choses à faire. Et il y a surtout l'entrepreneuriat qui est là, qui vient des États-Unis. Et j'ai vécu aux États-Unis, et vous le savez, là-bas, dans la Silicon Valley, depuis longtemps, la dimension de l'immobilier est beaucoup plus financière, beaucoup plus digitalisée, et les exemples sont nombreux. Mais ils viennent en France petit à petit. Prenons l'exemple de Airbnb, qui est une PropTech. Aujourd'hui, Airbnb, c'est coté au Nasdaq, plus de 72 milliards de dollars. Plus de 12 fois la valeur de Accor, premier groupe hôtelier européen. Si vous prenez d'autres
PropTech, de plus en plus rentrent dans le fameux cercle privé et fermé des licornes. Ces entreprises qui sont valorisées plus de 1 milliard de dollars et d'euros. Ce qui veut dire que vous qui êtes dans la finance, l'immobilier ou d'autres départements, la Financia, n'oubliez pas justement cet écosystème que sont les AssureTech, les FinTech, la PropTech, parce qu'il y a un levier qui est en train de se mettre en place qui est considérable. Et il n'y a pas que la grande entreprise. On peut parfaitement réussir à s'intégrer, à trouver sa place dans une start-up, à participer à l'aventure, une aventure humaine, une aventure également d'épanouissement personnel. Et pour toutes ces raisons, pensez-y. Parce que demain, peut-être que vous serez à la place de tous ces acteurs qui vont venir présenter leur start-up, des start-up qui vont sans doute continuer d'évoluer. Et c'est ce qui est intéressant, comme je le dis souvent aux étudiants, c'est de se lever content le matin. Je vois beaucoup de jeunes et de moins jeunes dans des quartiers d'affaires qui vont travailler d'une façon très automatisée. Mais je ne les sens pas épanouis, satisfaits. Soyez passionnés. Et donc, la dimension entrepreneuriale, en France comme à l'étranger, peut être une alternative. Je reviens un instant à l'immobilier. L'immobilier, c'est 25%, 20% du PIB avec le bâtiment. C'est pas rien. 20%. L'immobilier, c'est aujourd'hui, en ce 27 octobre 2022, ou 28, qu'importe, on n'est plus à une journée près, c'est 1250 milliards d'euros d'encours au niveau des prêts pour les particuliers. C'est 300 milliards d'euros pour les prêts des professionnels. Et donc des chiffres qui sont considérables. L'immobilier, par essence, est illiquide. Il n'est pas aussi volatile qu'un marché financier. Mais on a comme ça de nouveaux acteurs qui permettent de disrupter, d'ubériser, en fait, un secteur qui avait besoin de ces nouvelles pépites, de ces nouvelles start-up pour justement apporter à la fois de l'oxygène, mais aussi apporter quelque chose de nouveau, la valeur ajoutée. Et donc, pour toutes ces raisons, eh bien, vous allez voir ce soir, demain et après-demain, de véritables structures qui vont connaître, françaises, un essor au niveau européen et même outre-Manche, c'est-à-dire aux États-Unis. L'invité le prochain intervenant, eh bien, vient d'une structure qui s'appelle quelfoncier.com. Et cette structure, en fait, est récente. Il va en parler dans un instant. C'est comment mettre en relation, entre guillemets, des promoteurs, des constructeurs qui ont besoin de terrain. Sans terrain, on ne peut pas construire un édifice, que ce soit un immeuble résidentiel, que ce soit un immeuble de bureau. Et en France, ça a toujours été très compliqué, très complexe. Pour un promoteur, la matière première, c'est le terrain. Et dans un environnement aujourd'hui où on doit faire attention à tout ce qui est étalement urbain, qui est la conséquence de peut-être 30 années, 40 années de politique urbaine incohérente, aujourd'hui on doit optimiser les sols. Et cette optimisation passe par un cadre réglementaire qui est à la fois complexe et important. Et donc cette start-up a monté son projet sur la data, la donnée de tous les terrains potentiellement constructibles, de pouvoir fournir notamment toutes les informations concernant ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, qui est la réglementation dans chaque commune sur ce qu'on peut faire ou pas faire. En France, il y a 36 000 communes, dont 30 000 PLU. Passer par ce genre de structure permet à un promoteur, grand, moyen ou petit, de gagner du temps. Pourquoi ? Parce qu'un PLU, en fait, devient obsolète au bout de 12 mois. Les maires les font évoluer régulièrement. Lorsqu'il y a un changement d'étiquette politique, on passe à autre chose. Et forcément, on revoit complètement le PLU. Et donc, cette structure
a pour vocation de donner à ses abonnés, en fait, à ses membres, toute l'information nécessaire, tant au niveau local qu'au niveau régional, qu'au niveau national. Et donc, pour toutes ces raisons, vous voyez, ce genre de start-up qui grandit, en fait, apporte une réelle valeur ajoutée dans un environnement où, aujourd'hui, l'accès à l'information a toujours été compliqué, complexe en France. On n'est pas dans un système anglo-saxon, on n'est pas en Australie, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Canada, où la donnée financière, la donnée immobilière est beaucoup plus accessible. En France, il y a toujours une séparation, d'accord, entre les utilisateurs et l'État. Et donc, j'ai le plaisir de faire venir sur scène Gilles Guillot, qu'on applaudit chaleureusement. Bonsoir à tous. Quelle belle mise en avant de la start-up avant de commencer à vous en parler. Pour ne pas reprendre les mêmes sujets, je dirais que dans le nom de la structure qu'est le foncier, il y a une question qui est majeure, puisque, comme on l'évoquait à l'instant, le foncier c'est la base. Donc quel foncier? Et aujourd'hui, on accompagne tous les acteurs du foncier pour trouver les fonciers au cœur des villes où on va pouvoir surélever, les fonciers qui sont en état de friche qu'on va démolir, transformer, les vieux immeubles de bureaux qu'on va réhabiliter, qu'on va transformer en logement. Donc on est là pour fédérer toute la data, faciliter la vie et permettre donc aux utilisateurs, on le verra de manière très concrète dans un instant, de pouvoir dans cette France où l'accès à l'information est compliqué, où on a une capacité assez formidable à empiler les réglementations les unes sur les autres, à pouvoir travailler rapidement et efficacement. Donc voilà pour la trame. Pour vous donner quelques éléments sur la structure, alors je suis désolé, on parle de finances, de levée de fonds et autres. Nous on est atypique. Nous on a aujourd'hui 2 patrons qui sont les 2 seuls actionnaires. Et notre start-up qui a vu le jour en 2010, elle commence à être un peu âgée, donc on est en train de basculer plutôt sur un modèle PME. Eh bien, on a assuré notre développement que sur des fonds propres. Mais stratégiquement, c'est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans cet environnement de la PropTech, il y a besoin de digitaliser, on l'a évoqué, et il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de promoteurs qui ont investi dans un certain nombre de structures. Et donc c'était pour nous assez compliqué de dire à nos principaux utilisateurs on existe mais on est financé par un de vos confrères et malgré ça on va quand même vous accompagner, gérer vos projets et éventuellement pouvoir avoir un œil sur les datas que vous allez collecter et les projets que vous allez développer. Donc c'est pour ça, entre autres, qu'on a eu ce mode de développement assez atypique et de pouvoir continuer d'avancer avec nos propres fonds. L'outil que je vais vous présenter dans un instant, parce qu'on va se mettre dans le vif du sujet, il a vu le jour en 2015. Donc on a créé notre niche. Avant, ça n'existait pas. Chose importante, nous, on n'a pas ubérisé un secteur, on a digitalisé un secteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va apporter de la valeur, on va simplifier la vie, on va faire gagner du temps. On va permettre à des gens qui... avant, aller sur le terrain, taper des portes en espérant pouvoir convaincre un propriétaire de vendre sa maison et le terrain d'à côté pour faire, je ne sais quoi, peut-être 10 logements. Aujourd'hui, ces mêmes professionnels, grâce à l'application, quand ils vont partir sur le terrain, ils vont savoir exactement où ils vont aller et quelles propositions ils vont pouvoir faire à un propriétaire, à un partenaire. Et juste pour terminer, avant de passer sur le concret, l'outil est fait de telle manière qu'il adresse vraiment tous ceux pour qui le foncier est au cœur de leurs problématiques. Donc c'est évidemment les promoteurs, on en a parlé, c'est les bailleurs sociaux. Vous entendez sûrement parler en ce moment d'un manque de logement et d'une révolution chez ces acteurs. Les aménageurs, les lotisseurs, les foncières, tous ceux qui ont du patrimoine, qui doivent optimiser ce patrimoine, rénover ce patrimoine, eh bien, on les accompagne. Et je reprends également un terme qui a déjà été évoqué par les précédents intervenants. Un des sens forts qui est donné par Jean-Philippe Coty et Édouard Dolarin, qui sont mes 2 patrons, les 2 créateurs de la société,
c'est de participer à cette bonne urbanisation nécessaire et de faire en sorte qu'on arrête de consommer des terrains agricoles et qu'on puisse vraiment optimiser la densification dans notre pays. Voilà pour les éléments chiffrés. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur l'outil. Donc on va basculer sur l'application. Et je vous ai réservé une petite primeur. Ce soir, je vous présente Quel Foncier sur la version qui n'est pas sortie. C'est la V3 de l'application, où on a opéré un changement d'UX, on a rajouté des nouvelles fonctionnalités. Donc vous êtes les premiers, avant énormément de nos utilisateurs ici en Ile-de-France, à découvrir cette version. Voilà pour la petite histoire. On est à la veille des vacances, donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans un endroit un peu plus propice que Paris pour ce genre de sujet. Je crois qu'en plus, l'école a un campus à Nice. Donc moi, je vous propose de vous emmener à Nice. Voilà. Alors, il n'y a pas que cette raison-là. Hein. Nice, c'est une ville qui, je crois, vient d'être classée deuxième ville la plus attractive de France. C'est une ville qui a aussi la particularité, et on s'en sert depuis très longtemps en présentation, d'être hyper compliquée à travailler. Vous avez toutes les contraintes possibles, hein, PPR incendie, PPR inondation, des ABF. Vraiment, il y a la totale pour vraiment vous compliquer la vie. Donc on a eu effectivement beaucoup de premiers utilisateurs sur ce territoire. Et je vais essayer, moi, de vous montrer comment, en se mettant avec une casquette de développeur foncier, de quelqu'un qui doit optimiser un patrimoine, comment l'outil peut vous aider à fonctionner. Donc sur Nice, on arrive sur un joli plan avec plein de couleurs. Et donc c'est le fameux PLU qui était évoqué tout à l'heure. Donc c'est vraiment la base de tout. Voilà. Et donc là, sur la zone sur laquelle j'ai cliqué, eh bien, on est en capacité. Alors j'ai un petit retour, voilà. Donc là, on est sur quelque chose de très très dense. Et notre utilisateur, il peut, d'un simple clic, vous, ça vous paraît rien, mais avant, il fallait récupérer un document papier que vous alliez chercher en mairie, tourner les pages, retrouver la rubrique. Là, l'utilisateur, il a le confort d'arriver directement sur la bonne page au bon endroit. Ça ne va pas tarder, parce que généralement, c'est des gros pavés, hein, les documents écrits. Voilà, on va arriver à page 162 sur 1838. Vous voyez, donc là, il est content, il a trouvé tout de suite son information. Première bonne nouvelle. Et puis ensuite, pour pouvoir travailler efficacement, il faut pouvoir récupérer l'actualité PLU. Tac, je vais essayer de retomber sur mes pieds. Voilà. Donc je ne l'ai pas évoqué, vous l'avez vu à l'écran, on est aujourd'hui une cinquantaine de personnes, essentiellement des cartographes, des documentalistes, des urbanistes, et on tient à jour pour nos utilisateurs tous ces documents-là, qui changent, on l'a vu très souvent. Et là sur Nice, vous voyez, il y a eu un changement il n'y a pas très longtemps. Donc pour des raisons propres à Monsieur le maire, ils ont fait évoluer un certain nombre de sujets. Et donc là, on propose à nos utilisateurs une analyse de différentiel pour leur permettre, voilà, en un clic comme celui que je suis en train de faire, de pouvoir identifier, alors on va enlever le zonage du PLU, de pouvoir identifier à l'échelle de Nice toutes les zones qui sont désormais éligibles au logement. Donc par exemple, cette jolie zone ici en rouge, eh bien, il y a eu un changement de zonage PLU et désormais, on va pouvoir y construire des logements. Donc ça, c'est des éléments clés qui vont permettre aux futurs acteurs d'aller identifier des bonnes opportunités. En complément, on va aussi les aider à identifier le marché, qu'est-ce qui s'y passe, qui fait quoi. Et donc, on va sourcer de l'information, alors certes brute, puisque nous, on est des spécialistes de la data, de l'open data, mais on va aller identifier les programmes et on va regarder, si par exemple je prends 2022, ce qu'il y a en cours de commercialisation. Donc là, vous allez sûrement reconnaître quelques logos de promoteurs que vous avez déjà croisés probablement. Si je prends par exemple celui-ci, Vinci Immobilier, donc là on permet aux utilisateurs qui veulent faire un projet dans cet environnement d'identifier que là, Vinci vend à des prix qu'on ne démentirait pas dans la capitale, hein, sur la belle partie de Nice. Donc ça vous aide à identifier de quelle manière vous allez pouvoir vous positionner sur ces sujets. Hop. Vous allez également identifier les permis, puisque aujourd'hui on ne fait rien sans un permis, et Dieu sait que nos amis promoteurs se plaignent régulièrement que les maires ne sont plus bâtisseurs et les contraignent
à beaucoup d'aménagements pour obtenir le fameux sésame afin de développer du logement. Et donc fort heureusement, on voit que sur Nice, il y a encore un certain nombre de permis qui sortent. Et juste pour se recentrer sur les périodes les plus récentes, vous avez ici, je voulais vous le montrer, une première extrapolation, hein, mais on ne remplace pas des analystes. Mais vous voyez, sur n'importe quel permis autorisé, on va proposer, donc là, bah tiens, c'est encore du Vinci, on va proposer de projeter entre le prix moyen constaté au mètre carré et la surface créée une approche en termes de chiffre d'affaires pour que les futurs projets puissent s'inspirer et se baser là-dessus pour faire un bilan financier, parce qu'aucun projet digne de ce nom ne se lancera sans un bilan financier bien travaillé. Alors, hop, si ça veut bien se décocher. On va passer maintenant à la recherche des pépites, parce que sans bon foncier, on n'arrive à rien. Alors, on va essayer de se débarrasser de ça. Ok, c'est bon. Allez, on va passer dans notre moteur de recherche. Là, l'idée, c'est de se mettre en tant qu'acteur et de voir comment on peut trouver un terrain. Donc là, je vais mettre plutôt comme ça, excusez-moi, parce que j'ai un reflet, je ne vois pas très bien ce que je fais, c'est un peu gênant. Voilà. Hop. Donc imaginons qu'on cherche une parcelle d'au moins 500 mètres carrés, qui soit évidemment éligible pour du logement, souvent, pour que le projet soit viable, il faut au moins 30% d'emprise et idéalement qu'on puisse développer au moins sur du R+2 pour rentabiliser l'investissement. Donc là, on va lancer une première requête pour, étape par étape, en mode entonnoir, aller cibler les parcelles qui vont être les plus intéressantes. Donc tout ça qui prend quelques secondes. Avant, on prenait un temps considérable aux professionnels. Bon, là, je suis encore tributaire du Wi-Fi, mais ça va, c'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, il me reste encore 5013 parcelles qui répondent à mes premiers critères. Et puis, je vais prendre un parti pris, puisqu'il en faut. On va aller chercher les parcelles qui, aujourd'hui, sont dans ces zones éligibles au logement du bureau, ou des choses qui sont un peu anciennes, pas en bon état, où il y a de l'amiante. Donc des choses, par exemple, qui ont été construites avant 1960, pour essayer de recibler un petit peu ma requête. Là, il m'en reste plus que 220. C'est pas mal, ça commence à devenir intéressant. Et puis, dernier sujet, parce que pour faire du business, il faut contacter un propriétaire. Donc là, on peut identifier que les propriétaires personnes morales, parce qu'en France, les personnes physiques sont protégées. Et donc là, on va essayer de voir si dans ces quelques parcelles qui nous restent, on en a avec les coordonnées existantes, ce qui sera encore plus facile. Allez, bonne nouvelle, il ne nous reste plus que 66 parcelles. Donc là, on va passer en mode satellite pour déjà, rien qu'à l'œil, avec l'œil aguerri d'un professionnel, essayer d'identifier un foncier qui peut être intéressant. Et donc là, vous voyez, par exemple, ici, on va avoir un beau bâtiment assez ancien. Et pour l'analyser, il suffit simplement de cliquer sur cette parcelle. Et là, on va synthétiser toutes les datas. Donc, on va permettre à l'utilisateur de voir qu'on est sur un bâtiment de bureau qui date de 1900, avec un petit complément en 2014. On va tout de suite voir à qui ça appartient. Donc là, ça appartient à une ESCI. Donc, on a la porte d'entrée, on sait vers qui se tourner pour pouvoir leur faire une offre. Et puis, pour faire une offre censée, il faut aller voir la règle du PLU. Donc là, on a synthétisé avec nos urbanistes toutes les informations pour que la lecture soit rapide. Les professionnels aguerris vont donc pouvoir, en quelques minutes, se dire, voilà, ce foncier a ou non du potentiel, puisque nos utilisateurs fonctionnent de deux manières. Soit ils vont chercher par eux-mêmes la parcelle, soit il y a des apporteurs d'affaires, indépendants, des agents immobiliers, des marchands de biens qui vont les solliciter. Et donc, ils ont un besoin d'être rapides. La concurrence est féroce. Donc, l'outil va leur permettre de se positionner, d'identifier les contraintes. Là, par exemple, bonne nouvelle, sur cette parcelle, on va pouvoir bâtir sur 7 étages, donc une belle densification, une belle bande de profondeur de 22 mètres. Donc, tous ces éléments-là vont leur permettre d'avoir une première approche pour dire « Ok, c'est bon, je peux me projeter, je peux avancer ».
Et puis dernière chose capitale, c'est ce qu'on appelle la faisabilité, c'est le potentiel de constructibilité de cette parcelle et voir comment, d'un usage bureau pas génial, on peut essayer de faire quelque chose de plus comment dire, intégré dans la ville et de plus cohérent. Donc là, on a une parcelle qui fait 1568 mètres carrés. On a la possibilité, je le disais, de développer sur 7 niveaux. Et dans un premier calcul très simple qu'on va proposer aux utilisateurs, on va leur donner ce qu'on appelle une surface de plancher. Donc c'est l'élément de base qui va leur permettre, par rapport à ça, de voir en termes de chiffre d'affaires ce qu'ils vont pouvoir aller récupérer. Ils vont associer à ça les coûts de construction. Donc là, en l'occurrence, ils vont pouvoir développer 53 logements, dont 16 logements sociaux, parce qu'il y a un petit peu de mixité sociale. On va également les emmener sur la problématique du stationnement. Et enfin, pour qu'ils soient vraiment au top du bilan financier, on a même dans l'outil une calculette de taxes d'aménagement qui va leur permettre, en plus de tous les éléments que je viens d'évoquer, de voir ce qu'ils vont devoir provisionner également pour la ville, pour le département, puisque vous le savez sûrement, quand il n'y a plus de taxes d'habitation et plein d'autres éléments qui sortent des caisses des villes, il n'y a qu'un moyen de récupérer de l'argent, c'est de taxer dès qu'il y a un nouveau projet, dès qu'il y a des logements. Donc là, c'est un sujet important à ne pas négliger pour nos utilisateurs. Et pour terminer, pour aller à l'essentiel, une fois que l'utilisateur a identifié la parcelle, il va la qualifier. Hop, tac. Où est-ce que c'est? Excusez-moi, j'ai encore quelques éléments. C'est le charme de la nouveauté. Statut de la parcelle. Voilà, il est là. On va mettre la parcelle dans ses favoris. Et ensuite, là, c'est un terme que vous devez normalement tous connaître. On va basculer sur un CRM foncier cette fois-ci. Et l'objectif, c'est d'accompagner l'utilisateur dans toute la longue histoire qui l'attend, parce que généralement, on est parti pour 2 à 3 ans avant de commencer à bâtir, donc pour gérer les contacts, pour gérer ses projets, et pour gérer toute la chaîne des opérations, depuis l'identification du foncier jusqu'à la concrétisation avec, comme on l'a vu là, 53 logements. Donc voilà tout ce qu'on peut apporter aux professionnels. Et pour terminer, je resterai sur un des mots d'ordre de la soirée. Vous êtes bientôt sur le marché du travail. Aujourd'hui, on est 50. Demain, on va essayer d'aller chercher quelques pays limitrophes à la France. Donc on a besoin de nouvelles recrues. Donc aujourd'hui, on cherche des business devs, on cherche des customer success managers, des gens qui ont envie, qui sont prêts à rejoindre des aventures comme celles qu'on connaît nous depuis 7 ans. Donc n'hésitez pas, ça sera avec plaisir qu'on étudiera vos candidatures. Alors, je suis vraiment très heureux de présenter l'entreprise suivante qui coche énormément de cases. Alors, c'est vrai que ce que j'ai entendu les premières présentations, c'est vrai qu'il n'y a pas encore beaucoup de sociétés qui ont le statut de société à mission. Mais ce soir, il y en a beaucoup. Il y a celles que vous avez déjà rencontrées dans les syndics. Mais pour ceux qui ne le savent pas, Financière Business School est société à mission. Donc, merci. On est en train de travailler sur la norme ISO 26000, le label Lucie. Voilà. Et on a un objectif pour 2023 d'avoir le label américain, entre autres B Corp. Voilà. Donc on travaille dans ce sujet, c'est un sujet qu'on connaît bien. Mais, donc là on est à 2 sociétés. Mais la prochaine société est aussi une société à mission. Voilà. Et puis, ce qui est bien, parce que c'est vrai que la finance, ça nous intéresse, c'est qu'on a vu 2 sociétés qui se financent de manière différente. Et ben, on va avoir un 3e financement encore différent, puisque la prochaine société a décidé, pour se financer, d'aller en bourse. Donc voilà, donc il y a aussi un choix possible, pas toujours connu, je dirais, des startups, mais il y a un marché pour ça et ils ont reçu un gros succès et ils sont en pleine évolution de changement de marché de bourse. Et puis le dernier petit clin d'œil, c'est que on a parlé de Nice et donc nos 2 invités viennent spécialement de Nice.
Certains le connaissent beaucoup parce qu'ils sont beaucoup passés, entre autres, à la télé. Et puis, quand je parle des cases à cocher, vous savez, ils en ont coché déjà beaucoup, voilà. Mais je veux rajouter celle, d'un point de vue techno, entre autres, de la blockchain, puisqu'ils vont vous en parler avec une ICO dans laquelle il y a eu un premier round déjà et qui a été un vrai succès. Et ils sont en train d'entamer le deuxième round. Et donc, sans tarder, je vais appeler les agences de papa. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Je pense que tu commences. Ah bon, c'était pas toi? Bon. Merci de nous accueillir chez Financia Business School. C'est toujours un plaisir de voir nos amis Nicolas, Alfonso et toutes les équipes. On est bien ici. Et on va vous raconter un petit peu l'histoire aussi rapidement des agences de papa, comment ça a commencé. En fait, avec Nicolas, on a 2 parcours différents. Moi, j'ai un parcours dans l'immobilier depuis une vingtaine d'années, en France et également aux États-Unis. J'ai eu la chance de vendre une petite start-up là-bas, donc dans un marché en pleine crise à l'époque. Donc ça m'a donné des idées un petit peu pour faire des choses. Et je pense que les choses, on peut les faire bien aussi pendant la crise. Et moi, je suis le geek des deux, donc lui, je lui ai créé son adresse mail. Oui, mais c'est vrai, j'avais juste une adresse mail au départ, et puis finalement, on se retrouve PDG d'une des premières sociétés de France, mais c'est grâce, dans l'immobilier, c'est grâce à Nicolas. Et c'est facile. C'était facile de créer la boîte mail. En fait, il m'a tout appris dans le digital. Et juste pour la petite anecdote, on s'est rencontrés à l'école de nos enfants. D'où le nom Les Agences de Papa, parce que finalement on cherchait un nom un peu tech, un petit peu smart et sympa, et on avait la chance juste en face de l'école d'avoir Nicolas qui avait une chaîne de restauration, qui avait un glacier, et les enfants ils voulaient absolument leur glace. Ils nous ont dit les papas, les papas, qu'est-ce que vous faites? Vous bossez encore sur les agences de papa. Donc à partir de là, c'est là on a appelé le fils de Nicolas et on lui a demandé s'il savait ce que c'était une agence. Il nous a dit non, mais par contre elles sont à papa. Donc c'est parti comme ça. Et à l'origine, pour parler un petit peu de disruption, l'idée aujourd'hui, on est sur un sujet qu'a très bien évoqué Alfonso, qui est Versity, avec le lancement du premier métaverse dans l'immobilier. C'était une idée de départ à l'origine. On y a pensé en fait avant de créer la société. Mais c'était un petit peu trop tôt, parce que quand on est entrepreneur, on fait attention au timing, et c'était pas forcément le bon timing pour le faire. Par contre, comment arriver à disrupter le marché à travers un métaverse? Finalement, c'est pas juste de la visite immersive, c'est pas tout ça. Il faut créer une communauté. Ça, c'est un des piliers fondamentaux dans la Web3. Et pour créer cette communauté, il faut déjà faire une notoriété avec un sujet très simple. Et finalement, le fait d'avoir disrupté le marché avec une approche, avec une commission fixe, d'attaquer par le prix, ça nous a permis de faire connaître la société. Exemple, je vais vous donner un exemple très simple. À l'époque, il y avait la guerre un petit peu. On a eu la guerre et on l'a toujours un petit peu avec les agents immobiliers, mais finalement, ça nous va très bien. Quand on voit à l'époque, exemple Uber et les taxis, qui d'entre vous serait rentré dans la voiture d'un inconnu il y a une dizaine d'années de ça? Je pense que c'était compliqué, oui peut-être, mais finalement, on y est tous venus. Pourquoi? Parce que c'est en sortant au taxi qu'on est rentré finalement dans la voiture d'Uber. Et on parlait d'Uber tout à l'heure, mais c'est vrai parce qu'ils les ont légitimisés. Et nous, ça nous a permis, le fait d'arriver avec un changement radical de prix et de communication également, ça nous a permis, c'est les agences finalement qui nous ont légitimisés en tant qu'agence immobilière. Et à partir de là, on a pu créer une communauté. Par exemple, qui d'entre vous connaît les agences de papa? Moi, c'est bien. Donc c'est une bonne moyenne. Aujourd'hui, c'est 20%. Plus que la moyenne française. Plus que la moyenne française. Aujourd'hui, c'est 20% en France. Donc c'est ce qui nous a permis de créer notre communauté, de réussir notre première partie d'ICO. Et là, on va commencer à vous parler un petit peu de tout ça et de Metaverse. On a fait notre première partie d'ICO au mois de mars. On l'a fait quand le Bitcoin était au plus bas.
Il n'y avait pas un projet qui sortait de l'eau et finalement on a réussi à faire 5 millions de dollars sur le premier tour. Et là on attaque en effet le deuxième tour et on va vous parler un petit peu du projet et vous expliquer le plus simplement possible ce qu'est le métaverse et ce qu'on vient y faire. Ben déjà, un métaverse, c'est de la technologie et c'est un ensemble de technologies. Déjà, tout est basé sur la blockchain. Et donc, il y a un échange de valeurs dans la blockchain avec des tokens. Il y a un monde virtuel où on peut se balader d'une façon immersive. Donc, il y a de la 3D. Et il y a une marketplace. Donc, il y a des échanges de valeurs et une communauté. Tout ça, c'est le métaverse. Le métaverse que vous connaissez, c'est assez virtuel. Il n'y a pas une vraie connexion avec la réalité. Et nous, on veut proposer quelque chose de différent et surtout une vraie connexion avec un vrai besoin métier. Et le vrai besoin métier, c'est une recherche d'efficacité de notre métier, de notre métier historique, donc agence immobilière. Donc notre Metaverse Versity, c'est un portail immobilier Web3 où on va rechercher vraiment l'efficacité de toutes les actions et aussi on va faire profiter aussi tous les acteurs, les professionnels de l'immobilier. Alors il y a plusieurs objectifs. C'est pas seulement l'immersion. L'immersion, finalement, c'est un petit peu comme les visites virtuelles. On va dire c'est la forme. Mais dans le fond, l'objectif, c'est de créer de l'interactivité. L'interactivité entre les utilisateurs. Donc, comment y arriver ? Pour ça, il faut pouvoir se projeter. Donc, pour se projeter, il faut une visualisation 3D qui soit complètement immersive. Et pour y arriver, il y a une technologie. Et cette technologie, c'est ce qu'on est en train de développer. Il faut fournir les bonnes informations également sur le bien, sur la modélisation du projet et également sur la disposition du bien. Parce que c'est important aujourd'hui de gagner du temps. L'objectif avec Versity, c'est quoi? C'est de réduire le nombre de visites. C'est d'avoir le moins de visites possible pour un bien immobilier. Donc de gagner du temps. On l'a vu pendant la période de Covid, les visites ont été interdites. On ne pouvait pas aller visiter un appartement. C'était compliqué. On se retrouve des fois, dernièrement, bloqué avec l'essence, où on se demande mais comment on va faire pour se déplacer. Et finalement, également avec le trafic, ça prend de plus en plus de temps. C'est un gain important pour l'agent. Des fois, nous, on s'est retrouvés confrontés à ça avec notre prix, parce pour avoir une société rentable avec 2 000 € de commission, vous pensez bien qu'on a dû réduire les coûts sur beaucoup de choses et on s'est rendu compte qu'une chose importante, c'est le déplacement. Et le déplacement, quand un agent immobilier va se déplacer 20 ou 30 fois pour faire visiter un appartement, ça devient compliqué à la fin de faire des économies. Le but, c'est de voir en immersif tous les détails, de s'approcher le plus possible d'une visite qualifiée. Pour nous, le lead, on va dire un petit peu à l'ancienne, où on remplit un formulaire sur Internet, n'a plus de sens. L'objectif, c'est de voir le parcours du client quand il visite l'appartement, de façon à créer une interaction avec l'agent immobilier, une interaction, on va en parler après, avec la banque, avec l'assurance. Donc c'est vraiment tout ce qui touche les métiers de l'immobilier et plus encore. Absolument. Et le centre de tout ça, c'est la data et surtout certifier que la data soit authentique et chaude. Donc du coup, il y a beaucoup d'acteurs qui vont faire des échanges sur notre métaverse, qui vont être intéressés à Versity. Il y a des particuliers, il y a des marques, il y a tous les professionnels de l'immobilier, que ce soit promoteurs, agences immobilières, il y a des fournisseurs de services, les contributeurs. Les contributeurs, c'est quoi? C'est dans un vrai projet Web3, il y a des contributeurs et c'est la communauté. Nous, on a des mécanismes propres à la Web3 avec la blockchain, donc on va rémunérer ces contributeurs en différentes façons. Et les contributeurs, ils vont faire quoi? Ils vont nous aider à digitaliser toute la France et après, on va aller plus loin. Donc ça, c'est quelque chose que c'est propre à la Web3 et on l'a mis vraiment dans le cœur de notre business parce que c'est un projet vraiment blockchain. Donc Versity, en fait, c'est quand on parle de simplification de la transaction immobilière, on peut voir Nicolas, par exemple, à l'écran, en agent immobilier. Ça permet, un peu figé. Ouais, un peu figé. Et on voit un canapé juste à côté. Et en fait, le lien, il est où? Il est très simple. Quand on parle d'utilisateur, c'est l'utilisateur qui on est capable sur Versity de créer un avatar
pour vous qui allez visiter votre appartement, mais également pour l'agent immobilier qui est à distance. Donc ça permet de pouvoir déjà interagir d'une façon un petit peu plus sympa. C'est là qu'il y a une part un petit peu de gaming qui est beaucoup plus interactive qu'une simple visite virtuelle. On voit le canapé. Le canapé, c'est un objet 3D. Parce qu'aujourd'hui, des grandes maisons comme Maison du Monde, qui est en forte progression, a de l'objet 3D. Ces objets 3D, finalement, ils vont dans l'appartement. Ça nous permet de les placer dans l'appartement, mais ça permet d'aller beaucoup plus loin. Ça permet, on a des tests qu'on fait justement aux agences de papa, à nos investisseurs et qui ont été séduits par le sujet, pour la bonne raison qu'on est capable aujourd'hui, en immersion, de pouvoir bouger les meubles, de pouvoir changer la place, se projeter dans l'appartement, de pouvoir changer la couleur des murs. Donc ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la projection de son achat, mais également de se faire un panier en direct. C'est ça qui est intéressant. Parce que quand on achète un appartement, il faut déménager, il faut acheter les meubles, il y a tout, on doit même changer son contrat. Des fois, le plus long aujourd'hui, je pensais d'avoir un rendez-vous chez Orange pour mettre la fibre. J'y ai été confronté il n'y a pas longtemps. Si on arrive à faire tout ça à distance, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus parce que toutes les personnes qui achètent un appartement aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu à vous parce que finalement, c'est aussi, peut-être vous avez déjà fait une acquisition, peut-être même certainement plus en devenir, mais vous verrez, c'est de plus en plus compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et il y a seulement une personne qui travaille, qui a un CDI, qui est en capacité d'acheter un appartement, va le faire, mais le problème, c'est qu'on n'a plus de temps quand on travaille. Donc finalement, on a la fin de journée, on a le week-end, et ça, c'est un vrai gain de temps. Et le fait de faire son panier en direct, ça permet de pouvoir se projeter, ça permet également d'avoir l'avatar. On a également des partenariats avec des banques, et l'objectif à l'avenir, vous le voyez, il y a moins en moins de personnes au guichet des banques. L'avantage, c'est qu'avec son propre avatar, on peut se donner rendez-vous dans l'appartement, le faire visiter, également avec l'assureur. Donc on peut avoir une interaction qui est sympathique, qui est ludique, qui n'est pas seulement où on n'est pas dans la contrainte à ce niveau-là. Donc ça, c'est, on va dire, l'objectif final de Versity, c'est d'interagir, c'est de visiter le quartier, c'est de visiter l'appartement. Et à partir de là, on a ce qu'on appelle vraiment des leads plus que qualifiés. Ce sont de vrais acheteurs. Et on parlait de financement. Donc le financement, Alfonso, il a bien expliqué. On a une société cotée, donc on est en train de changer de marché. Mais en plus de ce système de financement, on a fait une ICO. Et pourquoi on a fait une ICO? Dans un métaverse, il faut une économie. Donc pour avoir une économie, il faut lancer une monnaie. Et pourquoi on lance une monnaie et pourquoi pas utiliser une autre monnaie? C'est parce qu'on a des mécanismes propres, comme j'ai dit, pour rémunérer aussi tout ce qui est la communauté et les gens qui vont faire en sorte que notre métavers soit de plus en plus riche. Et donc, on avait besoin de créer notre token. Notre token, il s'appelle le City. On a fait un premier round privé et un premier round public, sold out, en plein bear market. Donc, on n'a pas choisi la meilleure période. Mais on a fait un grand succès. C'était à fin mai. Là, on a laissé passer l'été. On a lancé le deuxième round il y a quelques jours. Donc, il y a déjà beaucoup d'acheteurs, beaucoup de participants. Et dans un projet de notre métaverse, on ne s'est pas arrêté à ce système-là, un système économique qui va faire tourner notre métaverse. Il y a aussi l'NFT. C'est l'NFT. On va donner donc la possibilité aux holders de devenir propriétaires d'une partie de notre métaverse. Et pour se coller à la réalité, car nous, on va être un miroir de la réalité, le token, l'NFT, il va s'appeler le parcelle, et c'est un code postal. Donc concrètement, il y a quelqu'un qui pourra acheter le 06000, c'est Nice, c'est chez nous, et donc pourra gagner une partie des revenus liés à cette adresse. Donc c'est un portail immobilier Web3 et c'est participatif. Donc la communauté, c'est hyper important. Donc c'est hyper important de faire partie depuis le départ avec le City et financer la société et le projet, mais aller plus loin. Donc aller plus loin et être holder, donc être propriétaire d'une partie du métaverse, et aussi être contributeur et donc faire agrandir la réalité de notre métaverse.
Tout à fait, et c'est un parcours depuis 2019. La société a été cotée en bourse il y a un petit peu plus d'un an. C'est un projet pour lequel on s'est beaucoup battu avec Nicolas et avec nos équipes. On s'est dit on va s'entourer de gens un peu plus intelligents que nous pour nous aider à développer ce projet. Et c'est ce qui a fait la force de notre équipe. Aujourd'hui, vous voyez, dans notre société, on a tous nos directeurs qui sont actionnaires aujourd'hui de la boîte. C'est une société qui a une capitalisation boursière de 230 millions d'euros, là où des groupes comme Century 21 France sont à 86 millions, donc on est fiers de ça. Ça prouve qu'il y en a qui parient aussi sur l'avenir, donc c'est intéressant. Et le parcours ne fait que commencer, c'est ce qu'on se dit toujours. Et l'avantage aujourd'hui avec une économie mixte dans la société, on en parlait justement avec Nicolas avant, c'était très intéressant avec un de vos professeurs, c'est qu'on a aujourd'hui, on a créé ces tokens dans la société. Donc ça, c'est un des piliers, c'est vraiment un des piliers. C'est pas aujourd'hui quelqu'un qui se lance dans le métaverse qui va dire on fait de l'immersif, c'est pas juste de l'immersif. Il y a plusieurs piliers. Le token, le NFT, c'est un pilier, la blockchain, c'est un pilier. Et si tout ça, on ne l'intègre pas et qu'on fait que de l'immersif, ou si on achète un terrain sur Sandbox et qu'on est dans l'immobilier, on va pas dans le métaverse. C'est pas on fait notre métaverse, c'est complètement autre chose. Là, on est sur vraiment un développement complet. Le City, on va minter l'équivalent de 10 milliards de City, donc ça représente 150 millions de dollars de crypto-monnaies dans la société. Donc c'est une source aussi de financement. C'est une source qui permet à partir du moment où le projet a une communauté d'avoir une vraie valeur sur notre monnaie, et c'est une monnaie d'échange parce qu'aujourd'hui dans Versity, la monnaie d'échange unique sera le City. Et Versity, c'est un média. Donc on est passé de l'agence immobilière finalement aux médias. Et ça, c'était l'objectif de la société, d'avoir cette transition. Mais pour arriver aux médias, il fallait passer par l'expérience de l'agence immobilière. Des fois, moi, je fais la réflexion, n'hésitez pas même si vous avez un projet, à le faire évoluer. N'ayez pas peur du changement, en tout cas. Parce qu'un projet, il peut évoluer. Et il évolue en fonction des personnes que vous rencontrez, en fonction du marché. Vous savez, Amazon, au départ, vendait des livres. Et regardez aujourd'hui ce qu'ils en ont fait, c'est formidable. Et ça, moi qui ai beaucoup été aux États-Unis. Maintenant, ils vendent de la data. Maintenant, ils vendent même la data. Et je trouve que c'est très encourageant. Vous savez, la première chose qu'on m'a demandé quand j'ai créé ma start-up aux États-Unis, j'ai eu la chance d'avoir un banquier intelligent en face de moi. Il m'a demandé, monsieur, est-ce que vous avez déjà fait banqueroute ? Si je lui avais dit non, il ne m'aurait pas pris au sérieux. Tandis qu'en France, c'est l'inverse. Donc, et vous verrez que dans votre vie d'entrepreneur, le mot le plus important, en tout cas qui nous revient souvent avec Nicolas, c'est résilience. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bon, bah, tout ça est vraiment passionnant. Alors, il reste un 4e chapitre. Alors, juste en 2 mots, bon, beaucoup d'entre vous me connaissez, mais j'ai une fonction que vous connaissez peut-être moins, c'est que je suis l'un des membres du comité exécutif de Finance Innovation, donc auprès de Maximilien. Voilà. Et comme je suis depuis très longtemps, depuis l'origine en fait, à Finance Innovation, je me suis posé très tôt la question, mais pourquoi il y a tant de start-up ? Il n'y avait pas d'idée avant ? Et alors, on dit souvent que l'histoire se répète. Vous savez, alors si on regarde en dessous, on voit un cercle. Non, 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 l'histoire semble se répéter, parce qu'en fait, c'est une spirale. Et on repasse régulièrement aux mêmes endroits, mais d'une façon différente. Alors, la start-up que je vais présenter correspond exactement à ça. Je fais un peu le portrait chinois. Bon, ils ont d'abord une ambition affichée qui est de démocratiser l'épargne immobilière, et ils ont un axe marketing qui consiste à se comparer au livret A. Mais démocratiser l'épargne immobilière. Moi, je me souviens que Jules Verne,
avait été complètement bluffé par les frères Pereire quand ils ont voulu aider le baron Haussmann à construire Paris. Et les frères Pereire sont allés en bourse pour aider à reconstruire Paris, Lyon, Marseille. Et la bourse, qu'est-ce que c'était à l'époque? C'était l'épargne publique. Vous savez, il faut quand même se rappeler qu'au XIXe siècle, sur à peu près 40 millions d'habitants en France, hommes, femmes, enfants, vieillards, bébés, il y avait quand même 10 millions d'actionnaires. C'était la forme principale d'épargne. Et Jules Verne, justement, a été absolument bluffé par cette idée consistant à s'adresser au peuple pour reconstruire les villes de France. Bon, il n'a pas employé le mot démocratiser, qui n'était pas trop utilisé à son époque. Mais l'idée était là. Et si je reviens au XXe siècle, années 80, pour ne pas faire trop loin, les SCPI ont démarré. Moi, je me souviens avoir écrit, à l'époque où les SCPI étaient encore très peu connus, des articles enthousiastes pour dire « Mais voilà, on a un outil pour démocratiser l'épargne immobilière. » Eh oui. Mais l'avantage d'une start-up aujourd'hui, c'est cette même idée simple, puissante, avec le digital, avec les applications, etc. On va le voir dans un instant. Autre image, je le donne un peu parce que à Finance Innovation, puisque j'enseigne aussi quelques heures dans le master de Nicolas, on essaye de défendre un peu la culture. Hein. Et il faut savoir quand même que le livret A, hein, livret P, livret A, il y a un petit peu une recherche de compétition. Comment se finance le livret P? En proposant aux particuliers de souscrire à des obligations. Mais c'est la naissance du livret A. C'est comme ça qu'il a fonctionné pendant des années et des années. Le livret A recevait l'argent des particuliers avec lequel il achetait des emprunts d'État et il redistribuait le taux des emprunts d'État à quelques chouilles après, puisqu'il faut bien faire vivre des structures. Autrement dit, c'est encore la même idée. Là, ce ne seront pas des emprunts d'État, mais c'est des obligations hein, qui seront investies dans de l'immobilier, mais c'est toujours la même idée. Autrement dit, l'intérêt de ce qu'on voit dans l'effervescence actuelle des nouvelles startups, c'est d'abord de venir d'idées profondes, puissantes, et puis de les moderniser, de les mettre au goût du jour, etc. Et voilà. Donc, livret P, on y va. Bonsoir à tous. Merci Guy. Je ne sais plus quoi dire maintenant. Tout est dit probablement. Merci à tous d'être là. Je sais qu'on est vendredi. Il est 20h. On commence tous déjà à avoir un petit peu faim. On a peut-être déjà tous très soif. Donc je vais aller vraiment droit au bar. Enfin pardon, je vais aller droit au but dans ma démonstration. Ouais, c'est cadeau celle-là. Merci, ce sera la seule vanne de la présentation. Non, moi, je voulais vous parler d'un chiffre. Je voulais vous parler d'un chiffre qui est assez impressionnant, surtout quand on l'affiche. C'est 2000 milliards. 2000 milliards d'euros. On le voit, ça fait quand même beaucoup de zéros. 2000 milliards d'euros, c'est le montant d'épargne aujourd'hui qui dort sur des comptes courants, sur des livrets A par exemple, ou des livrets qui ne sont pas vraiment bien rémunérés et qui donc du coup ne rapportent pas grand-chose aujourd'hui en France. Ouais, c'est assez énorme. Et puis de l'autre côté, on a l'immobilier. L'immobilier, c'est le placement préféré des Français, surtout l'immobilier résidentiel. Pourquoi? Parce que c'est la classe d'actifs la plus sécurisée aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de résilience. C'est un actif résilient. C'est un actif qui est concret, c'est tangible, on peut le voir. L'immobilier a su résister vraiment à toutes les crises. Et puis c'est surtout profitable. C'est surtout très profitable. Le problème de l'immobilier, c'est que les produits aujourd'hui qui sont disponibles ne sont pas forcément tous accessibles. Il faut soit être assez aisé, soit avoir une culture financière assez aboutie. Je ne doute pas de la vôtre, bien au contraire. Mais on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire.
il y avait forcément quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'on s'est concerté avec mes associés et on a essayé de créer, en tout cas de se poser sur ce problème-là, de se dire qu'il y avait beaucoup trop d'argent qui dormait aujourd'hui et que c'était forcément à cause de plusieurs facteurs. Et donc, l'angle qu'on a choisi d'attaquer, c'était celui de l'accessibilité. On a vraiment voulu créer quelque chose d'accessible pour tous, et notamment pour vous les jeunes, qui ont envie d'optimiser leur épargne et qui ont soif de connaissances, évidemment. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et en fait, c'est comme ça qu'on a créé Livre-Épée, qui se veut être une solution pour démocratiser l'épargne immobilière. Livre-Épée, c'est accessible à partir de 100 €. C'est sans frais d'entrée, sans frais de sortie, sans frais de gestion. Voilà, il n'y a pas de douille, comme on pourrait dire. C'est de 4 à 6% de rendement par an. Voilà. Et vous avez une liquidité qui est très forte, avec la possibilité de retirer vos fonds à tout moment, et justement, sans frais, sans conditions. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, je voulais vous présenter l'équipe, puisque aujourd'hui on est une start-up, on a un peu moins, on va faire notre premier anniversaire là au mois de novembre. Et donc c'est vrai que voilà, on est aujourd'hui 4 fondateurs. On a Nadim Takchi, qui est notre CEO, qui lui a plus de 10 ans d'expérience dans la finance et dans l'entrepreneuriat, et surtout dans l'immobilier. Il a cofondé Crédit.fr, qui a été la plateforme numéro 2 de crédit, de particuliers aux PME, qui a créé Cedar Oxygène, qui est un fonds de trade finance. Mais surtout, Nadim, c'est un passionné d'immobilier. Il a à son actif, en tant que marchand de biens, des dizaines d'opérations à forte plus-value, et lui, en tant que nom propre, également aussi. Après, on a Yazid. Yazid, je vois qu'il y en a beaucoup qui reviennent des États-Unis. Vous avez peut-être croisé Yazid, qui lui a fait 13 ans dans la Silicon Valley. Yazid, il a cofondé Graystripe, qui était en fait la première régie publicitaire mobile avant l'iPhone. Parce que oui, avant l'iPhone, il y avait de la publicité mobile. Ça existait. Et puis aussi, il a cofondé Ipsy, qui pourrait être assimilé aujourd'hui à une licorne, qui est un e-commerce de cosmétiques qui aujourd'hui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires de dollars par mois. Donc Yazid, il a un sens business comme personne, et lui aussi a des opérations à son actif. Vous inquiétez pas, on n'est que 4, donc ça va aller assez vite. Il y a Joey aussi, qui est un entrepreneur dans l'âme, qui enchaîne depuis 8 ans. Lui, il est plutôt sur la partie technique. Il est aussi prof au master de Léonard de Vinci. Et puis il y a moi, alors je vais parler rapidement, moi je viens plutôt du monde de l'agence. Moi j'ai accompagné pendant 10 ans des startups et des entreprises dans la mise en place de leur stratégie digitale, dans la performance. Et je suis pas peu fier aussi d'avoir quelques opérations immobilières à mon actif sur des biens assez particuliers qui sont des caves. Voilà, c'est pas commun. Donc effectivement, on a tous les 4 réfléchi à une solution. Guy parlait de la simplicité, enfin, en tout cas du livret A. On avait cette envie d'avoir la simplicité du livret A, avec une ouverture facile, avec une accessibilité sans frais, avec une liquidité, mais avec la pérennité et la performance de l'immobilier. En fait, il y a des rendements qui sont ultra performants, on a parlé. Ce qui nous intéressait ici, c'est vraiment d'être capable de créer un compte d'épargne immobilière à l'instar d'une néobanque en quelques minutes, en moins d'1 minute. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais vous proposer. J'en vois quelques-uns qui sont avec leur téléphone sur les genoux. Vous pouvez assumer votre téléphone, venir scanner le QR code que je vous propose. Voilà, en tant que bon CMO, je vous propose de télécharger l'application maintenant avec le QR code ou d'aller regarder sur les stores, vous tapez Livre-Épée. Profitez-en, instant promo, 10 € offerts aujourd'hui avec un code spécialement fait pour vous. Si c'est pas merveilleux tout ça. Voilà, donc je vous laisse sortir le téléphone et puis j'attends, on va voir. Voilà, vous levez la main quand c'est terminé, quand c'est bon. Bon, alors pour aller un peu plus dans le vif du sujet, on a une vidéo qui vous présente rapidement le fonctionnement. Vous avez vos intérêts qui sont affichés de manière quotidienne et qui commencent à être cumulés dès le premier jour. Vous n'avez pas à attendre un principe de mensualité.
Vous avez accès à l'ensemble de nos patrimoines avec des informations sur les biens, sur les photos, sur la localisation et surtout sur notre stratégie d'investissement avec des informations sur la rentabilité. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Vous avez la possibilité de booster votre épargne en répondant toutes les semaines à la Question of the Week qui vous permet d'augmenter votre épargne sur une certaine durée avec un taux qui est variable. On a vraiment voulu mettre en place ce principe de gamification et surtout d'éducation financière. Et ça, c'est très important pour nous parce que quand on parle de démocratisation, on ne parle pas juste d'accessibilité, on parle évidemment d'accessibilité, mais on parle surtout d'enseignement. Et on est bien placé ce soir pour le savoir. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que vous compreniez ce que vous faites, dans quels produits vous investissez et ce que vous faites de votre épargne. Voilà, ça c'était très important. La semaine prochaine, on sort une fonctionnalité qui s'appelle le Newsfeed. Alors là, vous avez tout mon historique YouTube, donc je vais peut-être passer. Voilà. On sort un principe de Newsfeed dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des actualités autour de l'investissement. Vous allez retrouver donc des podcasts, des vidéos YouTube qu'on fait, des brèves, des articles de fond, où on fait intervenir des intervenants experts immobiliers, experts investissement, pour vraiment rentrer dans ce savoir et vous donner accès à ce savoir. Pour vous expliquer un petit peu les biens qu'on a aujourd'hui, je passerai rapidement, mais aujourd'hui on a 2 biens. On a un bien qui s'appelle l'Amazonie, qui est à Villejuif, qui nous permet d'avoir un rendement aujourd'hui de 6% net par an, ce qui est assez sympa aux portes de Paris. Et on a une coloc à Nanterre qui, elle, affiche 5,5% de rendement net par an. Je vais vous expliquer quelle est la stratégie dans quelques temps, mais j'avais quand même une bonne nouvelle à vous partager. C'est qu'en début de semaine, on a eu une offre à Lyon, c'est pour ça que vous voyez Hypercentre ici, qui a été acceptée. Et en fait, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on a eu une deuxième offre pour un autre bien à Lyon aussi qui vient d'être accepté, avec des rentabilités présumées à 5,5% et à 6% aussi. Alors, ce qui était intéressant ici, ce n'était pas forcément de vous parler de notre patrimoine, hein, mais c'était plutôt de vous donner des clés. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, mais vous donner accès à notre stratégie d'investissement. J'espère qu'il y en a qui envisagent déjà de faire de l'acquisition de biens immobiliers. Il faut évidemment y aller avec une stratégie, et vous avez du bol, on vous la donne. C'est cadeau. La stratégie. Le premier point sur la stratégie d'investissement, ce qui est très important, c'est d'arriver avec un objectif. Okay, vous ne faites rien sans objectif, on le sait, dans le développement personnel, c'est quelque chose de très important. Mais je rends compte, on ne m'entendait pas depuis le début en fait. Si, c'est bon. Donc nous, notre objectif, c'est d'arriver avec une rentabilité nette par an à 5,5% dans des biens qui se trouvent dans les centres-villes. Pourquoi dans les centres-villes? Puisque c'est dans ces zones, et quasiment exclusivement dans ces zones, qu'on va trouver des biens qui sont liquides, à la fois à la location et à la fois à la vente. C'est-à-dire qu'on va trouver facilement des locataires. Si ces locataires partent, on en retrouvera d'autres facilement, ce qui permet d'éviter les vacances locatives et donc d'avoir des locations dont le risque est vraiment maîtrisé. Donc ça nous permet vraiment de maîtriser l'ensemble des risques qui sont pris. Ça, c'est la première stratégie, d'avoir une stratégie dynamique. Donc le bien qui vous affiche une rentabilité incroyable à 10% par an, mais en fait qui se trouve à 80 km de Lille, au milieu de 3 villages au bord de la nationale, ça, c'est pas pour nous, parce qu'on sait que c'est un bien qui va être difficilement mis à la location et encore plus difficile à vendre. Voilà. Donc ça, nous, cette stratégie-là, on l'écarte et on garde une stratégie patrimoniale assez dynamique. Ensuite, ce qui est très important, et vous le savez, vous en travaillant dans cette école, c'est que développer son réseau de partenaires est primordial, quoi que vous fassiez, mais surtout dans l'immobilier. Ça vous permet, le fameux mot qu'on entend souvent ici quand on parle d'acquisition, c'est le off-market. Voilà. Ce qu'il faut, c'est arriver, et nous, c'est notre stratégie, on arrive en étant confiant. On se présente et on contacte les agents immobiliers et les vendeurs en se présentant en tant qu'investisseur professionnel aguerri. Ce n'est pas la première acquisition qu'on fait, on sait ce qu'on fait et donc on sait où on va. Ce qui est plus facile, ce qui sera peut-être moins pour vous, c'est que nous, on arrive à acheter sans conditions suspensives. Mais en tout cas, on arrive dans un climat de confiance et dans un climat de transparence. C'est-à-dire que le vendeur ou l'agent immobilier sait à qui il a affaire et ça permet tout de suite de créer un lien et un dialogue, encore une fois, de confiance. La confiance, c'est très bien, mais la confiance, ça permet surtout d'éliminer la concurrence. Et donc, d'être potentiellement seul, ou en tout cas les premiers, à arriver sur des biens immobiliers, malgré de la négociation. Et ça, c'est très important. Et donc, ce qui va avec cette confiance, c'est d'être capable, évidemment, de se créer des opportunités en étant ultra réactif. Il faut absolument être ultra réactif. Quand on vous propose un bien qui vous intéresse, vous ne prenez pas rendez-vous dans 3 jours, vous déplacez votre emploi du temps, vous y allez dans l'heure pour être le premier à arriver sur le bien.
Voilà. Ensuite, pour se créer des opportunités, c'est très important de bien connaître son marché, de connaître le bien sur lequel vous êtes et d'essayer de voir si vous ne pouvez pas faire des optimisations. Nous, ce qu'on a fait par exemple pour Nanterre, la coloc qui est entre les buildings et les écoles, c'est que le salon, on avait un salon de 30 mètres carrés. Bon, ce salon, on l'a un petit peu réduit et on a fait une 3e chambre. C'est une coloc. On a réussi à avoir un loyer supplémentaire, ce qui a fait augmenter la rentabilité. Attention quand vous faites ça, évidemment, à ne pas réduire trop les espaces communs. D'accord ? Il y a quand même un salon qui est profitable. Sinon, vous allez augmenter potentiellement votre vacances locatives et donc faire baisser votre rentabilité. Voilà. Autre chose qui peut être intéressante, là c'est ce qu'on va faire à Lyon, on a une cuisine de 10 mètres carrés. La cuisine, ça va se transformer dans le salon en cuisine américaine et on fait une chambre supplémentaire. Voilà, il faut être assez habile en fonction du marché, du bien qui est disponible. Je vais terminer avec quelques chiffres avant de vous parler de notre ambition. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 5500 utilisateurs. Enfin, maintenant, ce soir, si je regarde les chiffres, on doit être à peu près à 6000, à peu près. Voilà. On a lancé l'application en mai, donc c'est depuis peu de temps. On a une stratégie d'acquisition qui est assez intéressante. 2 millions, les milliards, non, pas encore, mais 2,5 millions d'actifs immobiliers aujourd'hui. La question of the week dont je vous parlais, elle permet de générer 92% d'engagement, c'est-à-dire que 9 personnes sur 10 se connectent toutes les semaines à l'application pour venir augmenter son taux de rentabilité. Très intéressant. Le taux de viralité, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est cette capacité à ce que quelqu'un invite quelqu'un d'autre pour venir dans l'application. Aujourd'hui, il y a 1 personne sur 5 qui vient avec un code de parrainage. Et donc, on voit que l'effet j'allais dire de bouche à bouche, mais pas du tout. Voilà, l'effet de bouche à oreille, est quand même très important sur ce type d'application et sur ce type de produit, parce que ça permet de créer de la confiance et de la réassurance. En moyenne, on est à peu près à 500 € d'épargne moyenne. Et moi, en tant que bon marketeur que je suis, j'étais obligé de mettre un KPI qui était celui du coût d'acquisition, qui est aujourd'hui à peu près autour de 15 €. Pour un lancement, c'est plutôt pas mal, mais ça, je me jette des fleurs. Voilà. Aujourd'hui, on ne veut pas s'arrêter seulement à ce produit de livret P que je viens de vous présenter. L'idée, c'est vraiment de continuer dans cette quête d'accessibilité et de démocratisation d'investissement. Aujourd'hui, le livret P, c'est ce que je vous ai présenté, c'est sans frais à partir de 100 € avec 4% de rendement jusqu'à 6%. Aujourd'hui, le livret P a vocation demain à devenir ce qu'on va appeler un wallet pour venir intégrer des nouveaux produits. On parlait tout à l'heure, Guy parlait des SCPI, un produit ici très intéressant, qui est malheureusement pas toujours accessible. Le ticket moyen d'une SCPI, ça va de 1 000 à 5 000 €, il y a des frais. Ici, on veut le rendre accessible à partir de 100 €, diminuer des frais en faisant des partenariats avec Iroko, avec la Française, etc. On est en train de travailler là-dessus. Mettre à disposition aussi un principe de club deal immobilier pour vous permettre de devenir propriétaire, donc d'avoir les locations et aussi la plus-value latente sur des biens potentiels. Et enfin, d'ouvrir à la private equity qui va vous permettre en fait, de rendre accessibles des produits de prestige à des taux hyper intéressants. Aujourd'hui, sur des private equity, on est à peu près à 15% de TRI. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre mission à nous qui nous anime de rendre l'épargne accessible et de démocratiser l'épargne immobilière. Je crois que j'ai terminé. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Alors, je reste disponible évidemment. N'hésitez pas sur LinkedIn à m'ajouter, je suis ravi. Si vous voulez aller sur l'Instagram de Livret P, je m'en charge aussi aujourd'hui. Donc voilà. Et puis, je serai probablement au bar en face si vous me cherchez. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et donc, j'ai l'honneur de clôturer cette masterclass incroyable. Et je vais vous dire juste un petit mot. Je pense que j'aurais aimé être à votre place ici parce que c'est vrai, comme disait Guy, finalement, en fait, c'est des idées très fortes qu'on remet à jour. Mais on est quand même dans une période incroyable. Et quand je vois ces entrepreneurs, quel dynamisme, c'est vraiment super. Et je pense qu'on peut les applaudir ce soir, nos 4 intervenants. En tout cas, bravo pour vos sociétés. C'est vraiment, je pense que c'est très inspirant pour nos jeunes. Et effectivement, je pense que vous avez une chance d'avoir toutes ces startups. Il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises en France quand même. Il y a un dynamisme qui est très fort. Et donc, c'est très encourageant pour vous, soit pour venir travailler dans les startups ou créer votre entreprise. Et je suis persuadé que pour certains d'entre vous, ça sera une vraie inspiration peut-être pour créer votre entreprise.
ou être intrapreneur, je dirais, dans une autre société. Un autre point, vous qui êtes souvent parlé de réseaux sociaux, je vois que LivreP est très dynamique. Je viens de télécharger l'appli sur mon iPhone. Faites attention à ces influenceurs de l'immobilier, parce que j'en vois plein, vous savez, qui sont sur un yacht, une Ferrari, qui disent venez acheter mon séminaire, vous serez riche bientôt et à la retraite. Bon, vous avez regardé ici, il y a plein d'intelligence ce soir. Hein, il n'y a personne qui est en yacht, en tout cas personne n'est venu en Ferrari ni en jet privé. Et pour réussir dans l'immobilier, il faut travailler dur. Voilà, il n'y a pas de martingale. Donc tout ce que vous voyez sur les TikTok et les Instagram où on vous garantit d'être retraité dans 5 ou 6 ans, ça n'existe pas. Voilà. Et la connaissance et le travail, ça c'est les clés, c'est le point commun qu'on a pu voir, qu'on a vu ce soir. Et pour finir, je vais vous parler de la prochaine masterclass, voilà, qui sera une masterclass partiellement digitale, voilà. Et donc la prochaine thématique de masterclass sera entre autres sur le trading. Il y en aura quelqu'un qui fout l'ouverture de BFM Business tous les matins à parler d'économie, une pointure dans le domaine, voilà. Et je pense qu'il est temps de vous libérer pour votre week-end ou vos vacances et activités. Merci à tous, merci encore.